Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Capucine Krabi, journaliste, et je suis ravie de vous accompagner pour ce webinaire. Crise sanitaire oblige, les Français n'ont jamais passé autant de temps chez eux. Selon une enquête d'Harris Interactive publiée mi-novembre dernier, 45% des actifs pouvant télétravailler l'ont fait à temps complet et 70% au moins partiellement. Deux chiffres qui traduisent l'ampleur des changements sociétaux actuels. Conséquence de ce temps qui s'étire à la maison, des enjeux nouveaux comme celui d'avoir des conditions de télétravail saines, lieu de vie mieux entretenu et élimination des mauvaises odeurs, par exemple. Et puis, de façon concomitante, le besoin d'apporter des solutions aux personnes sensibles devient urgent pour les médecins de l'Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie, dont vous êtes la présidente, docteure Isabelle Bossé. Bonjour, je vais vous laisser la parole sur le sujet pour commencer. Bonjour, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Je suis donc la présidente de l'ARCA, l'Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie, association qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans à partir du conseil d'administration du syndicat dont j'étais déjà présidente, du syndicat des allergologues. En fait, nous avons constaté que notre syndicat avait des objectifs qui étaient extrêmement professionnels et que donc nous n'avions pas la possibilité via notre structure d'élargir un petit peu notre champ d'action pour aider les patients allergiques et faire avancer la recherche clinique du moins et les moyens de diagnostic et de traitement en allergologie. Nous avons donc créé cette association qui donc a des objets beaucoup plus larges et qui nous a permis d'aller vers nos patients de façon plus facile que via notre syndicat. Donc cette association en fait a pour but d'aider les patients dans leur choix de matériel et de produits qu'ils utilisent au quotidien dans leurs habitats. Le plus souvent, les bureaux, c'est un petit peu moins notre domaine d'action, mais comme l'habitat est devenu bureau, en fait, c'est important qu'ils vivent dans un environnement qui soit sain au niveau de l'air, d'autant plus que les allergènes sont évidemment, pour la majorité d'entre eux, transmis par voie aérienne. Hein, tous les pollens, les acariens, les fanères d'animaux, etc. Et à cela s'ajoutent tous les polluants, qu'on appelle d'un terme générique les polluants, donc en particulier les composés organiques volatiles, qui sont présents dans nos intérieurs de manière assez importante, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Et à côté de ça, quand on est dans son intérieur, on a envie que ce soit agréable, que ce soit aéré, que ça sente bon, qu'on soit confortable. Donc le but est effectivement de proposer des labellisations en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous étudions auparavant. Donc mon confrère Eric Thomas en parlera tout à l'heure, pour apporter aux patients des réponses les plus solides, les plus validées possibles quant aux produits qu'ils utilisent, que ce soit en matière de produits d'entretien, en matière de dispositifs tels des aspirateurs, des housses anti-acariens, etc. Et donc, nous avons effectivement eu le plaisir de travailler avec Procter & Gamble sur leurs produits que nous allons présenter, je suppose, dans peu de temps. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Voilà pourquoi, vous l'avez dit, nous sommes rassemblés aujourd'hui. L'objectif de cette visioconférence est d'apporter un éclairage à la fois simple, concret et averti aux consommateurs, notamment les plus sensibles. Nous avons donc une table ronde qui est riche puisque sont à mes côtés virtuellement, évidemment, vous l'avez compris, pour respecter les gestes barrières, à la fois deux médecins allergologues, membres de l'ARCA, Isabelle Bossé évidemment, et vous, Eric Thomas, bonjour. Ah, un petit problème. Je ne m'entends pas, mais je lui dis bonjour. Il y a également un conseiller en environnement extérieur, Anne Cluzot. Bonjour et bienvenue, Anne. Bonjour. Et puis deux membres de Procter & Gamble, Louis-François Daoust, directeur marketing France, et Raphaël Tremblay, toxicologue. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, l'objectif, c'est vous faire part de données scientifiques récentes pour que l'information soit la plus fiable possible et puis surtout casser les idées reçues. Merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve à droite de l'écran, à répondre au sondage
que l'on va vous soumettre pendant ce webinaire, mais aussi à poser des questions via l'onglet questions. Nous y répondrons évidemment à la fin de ce webinaire. Je vais revenir vers vous, Isabelle. Je voudrais dans un premier temps que vous nous présentiez l'association de recherche clinique en allergologie et asthmologie dont vous êtes la présidente, dont le rôle est clé finalement, Isabelle. Oui, alors cette association, en fait, a pour but d'aider les patients allergiques à faire le tri dans les innombrables produits et dispositifs qu'on leur propose, et donc de décerner des labels, mais également quelque chose d'important, c'est d'apporter des conseils. En fait, les labels sont le moyen de véhiculer tous nos conseils. Alors ces conseils, on les donne au quotidien à nos patients, on leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dans le meilleur des cas, mais la possibilité de toucher plus de monde, parce qu'en fait on voit beaucoup de patients allergiques, mais on les voit pas tous déjà, et puis il y a tous les patients non allergiques qui peuvent aussi avoir envie de vivre dans une atmosphère beaucoup plus saine. Et donc la diffusion de ces conseils est très importante. Donc elles sont diffusées via les produits que nous labellisons, mais également sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux des différentes entreprises avec qui nous avons travaillé. Et donc c'est important que les patients et les patients consommateurs, on va dire, se prennent en main leur environnement, parce qu'en fait, on peut apporter des solutions techniques tout à fait concrètes et tout à fait intéressantes, mais si elles ne sont pas suivies de modification du comportement de nos patients, nous n'aurons pas l'efficacité voulue. Des mesures d'éviction, je prends un exemple tout simple, les acariens, on nous dit mais comment on fait pour supprimer les acariens? Et supprimer les acariens, c'est pas une mesure aérée, par exemple, mais ce sont des mesures globales qui sont toutes importantes, et si on n'applique pas ces mesures globales, on n'obtiendra jamais les résultats espérés. Donc, notre association est aussi là pour faire passer des messages au grand public et à nos patients, évidemment, dans nos cabinets. Merci beaucoup, Isabelle. Louis, je vais vous laisser nous présenter Febreze, son ambition et les réponses qu'apporte ce produit en cette période d'explosion du télétravail, évidemment. Alors, bonjour à tous. Effectivement, Febreze, c'est une marque qui a été lancée en France à la fin des années 90, en 1999, donc il y a un peu plus de 20 ans, qui a une gamme de produits sur les catégories désodorisants d'intérieur, aussi désodorisants textiles, pardon. Et la marque, elle se caractérise comment? Par le fait elle a une technologie unique brevetée qui permet d'éliminer les odeurs. C'est un peu différent d'autres produits qui ont plutôt une technologie pour masquer les odeurs. Avec les produits Febreze, en fait, on élimine véritablement les odeurs. Et c'est ce dont on parlait il y a un instant. Dans le contexte actuel où on passe beaucoup de temps à l'intérieur, on est du coup beaucoup plus exposé aux odeurs. Le temps passé à l'intérieur, c'est le temps passé à la maison, c'est du temps qui est passé à cuisiner. Ça génère des mauvaises odeurs. On sait que les mauvaises odeurs, c'est source d'inconfort, évidemment, mais ça peut être aussi, et on l'a appris via des études scientifiques récentes, source de problèmes de performance au travail, source de problèmes de santé même. Donc, avec une technologie d'élimination des odeurs, Febreze vient aussi apporter une réponse à ces problématiques pour les consommateurs. Et un chiffre qui est intéressant, en fait, aujourd'hui, c'est des gammes de produits qui sont énormément demandées par les consommateurs. On parle d'un tiers des foyers qui en achètent plusieurs fois par an. Donc, effectivement, quelque chose qui est très présent dans notre vie, dans notre quotidien, et qui a vocation à l'être encore plus avec ce qui est en train d'arriver, évidemment, et le temps passé à la maison, comme je le disais. Merci Louis pour cette présentation. Je m'adresse à vous, Anne Cluzot. À présent, vous êtes, je l'ai dit en préambule, conseiller en environnement extérieur. Je précise que vous êtes rattaché au CHU de Grenoble. Alors, ce métier est à la fois peu commun et peu connu. Racontez-nous votre quotidien et les enjeux de votre métier dans le contexte actuel. Alors, oui, je suis conseillère en environnement intérieur ou conseillère médicale en environnement intérieur. On trouve les deux appellations. Donc, j'interviens au CHU de Grenoble-Alpes depuis 2010 sur prescription médicale
des pneumologues, allergologues en grande majorité, à plus de 70%, mais également sur demande de généralistes ou également d'autres spécialistes comme les oncohématologues, aussi bien au CHU que des libéraux. Je fais également partie d'un réseau qui s'appelle CMEI France. On est plus de 100 CMEI aujourd'hui, avec une expertise qui est quand même très pointue et sur l'environnement intérieur du patient. Donc, le quotidien aujourd'hui de mon activité, c'est évidemment l'intervention au domicile des patients, avec ce contexte un peu particulier du Covid qui fait qu'on entre dans des environnements non pas modifiés, mais en première phase du confinement, on a vu que les environnements étaient extrêmement clos. Les patients avaient très peur du Covid, donc avaient des réflexes de fermer les fenêtres, de ne plus aérer, de ne plus ventiler. Alors justement, très concrètement, je voudrais qu'on entre dans le détail. Quelles sont les difficultés ou les inquiétudes que vous observez auxquelles un télétravailleur est confronté aujourd'hui, Anne Cluzot? Alors, les inquiétudes, bon, mis à part effectivement ce gros problème du Covid, c'est travailler chez soi, travailler, être presque à 100% à son domicile et puis avoir les bons gestes en fait pour avoir une qualité de l'air intérieur qui ne soit pas délétère, qui ne soit pas mauvaise pour la santé. Donc, la première inquiétude, je pense, c'est quand on est enfermé longtemps, c'est de réfléchir à tous ces polluants qui nous entourent et surtout que nous respirons, que ce soit les polluants chimiques ou les polluants biologiques, ou même physiques, hein, les fibres. Et les recommandations qu'il faut absolument avoir dans ce temps de confinement, c'est bien évidemment la première, c'est d'ouvrir les fenêtres régulièrement, au moins 2 à 3 fois par jour pour renouveler l'air intérieur et éviter que tous ces polluants chimiques et biologiques persistent dans l'air. De même que tout ce qui est évidemment du Covid, donc tout ce qui est les microbes, toutes les particules virales qui peuvent être confinées avec nous dans nos environnements intérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques que vous donneriez ou ce sont les deux principaux et les deux autres? Alors, aérer et ventiler. Ventiler, c'est de bien veiller à ce que les dispositifs de ventilation, que ce soit les BMC, que ce soit les ventilations naturelles ou bien les ventilations double flux, sont en état de marche, ne sont pas obstruées, qu'elles fonctionnent bien. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. D'autre part, il faut bien sûr, donc, par ces dispositifs d'aération, de ventilation limiter à la fois l'humidité, veiller à ce qu'il n'y ait pas de moisissure apparente chez soi, parce que très souvent, c'est des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ignore quand on est souvent absent de chez soi. Et quand on est effectivement une grande partie de son temps à son domicile, c'est peut-être des choses que l'on découvre dans sa salle de bain, dans des endroits où des ponts thermiques, où il y a des ponts thermiques et qu'il y a des développements de moisissure. Ça, c'est très, très important de les enlever. Enfin, il faut limiter l'exposition chimique. On a une tendance aussi naturelle en période de Covid de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à tout moment. Il vaut mieux se laver les mains plutôt que d'utiliser des gels qui diffusent dans l'air intérieur du formaldéhyde, des composés organiques volatiles. Et puis, il faut essayer de limiter aussi, parce qu'on a tendance, par crainte, à surutiliser des produits qui sont quand même très forts, des produits ménagers, de la javel. Et si on n'aère pas, et si on n'a pas des dispositifs de ventilation conséquents et qui fonctionnent, on va se créer une micro-usine chimique dans son environnement intérieur. Merci beaucoup, Anne, pour ces précisions. Louis, je reviens vers vous. Pourquoi vous êtes rapproché de l'ARCA? Est-ce que vous l'avez vu comme une évidence? Alors, oui, une évidence et j'ai envie de dire même plus qu'une évidence, un peu une nécessité aussi.
Il y a deux, trois chiffres qui nous ont poussé dans cette direction. Je vais vous en expliquer l'un ou l'autre. On a appris via une étude de marché que 88% des consommateurs en fait pensaient que les désodorisants d'intérieur pouvaient représenter un risque pour leur santé. 88%, c'est énorme, quasiment 9 personnes sur 10 qui avaient cette idée reçue. On va en parler un peu plus tard, on parlera du produit Febreze un petit peu plus en détail, mais en tout cas une idée reçue très forte et négative sur les désodorisants d'intérieur. Et alors à l'inverse, un autre chiffre qui lui est beaucoup plus rassurant, 78% de ces mêmes consommateurs se disaient rassurés quand un produit est approuvé par des professionnels de la santé, ce qui est évidemment une caution forte. Donc, on avait un peu ces deux éléments. On se dit, on a notre produit, Febreze, qui est peut-être perçu négativement comme le sont les désodorisants d'intérieur, mais également cette possibilité de rassurer avec une caution de professionnels de la santé. Et donc, c'est un peu dans cette logique-là qu'on a décidé de se rapprocher de l'ARCA et de leur demander aussi d'avoir un avis sur nos produits. Merci beaucoup, Louis. Isabelle Bossé, finalement, la création de ce label, elle a été une étape fondamentale. Comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce label? Tout à fait. Alors, c'est un label qui est en fait qui est l'aboutissement de la succession d'un certain nombre d'étapes. La première étape étant la rédaction d'un cahier des charges qui prend en compte à la fois toutes les normes édictées par les autorités de santé diverses et variées, que ce soit françaises ou européennes d'ailleurs, et également une étude de la littérature nationale et internationale la plus récente sur les différents allergènes qui peuvent être présents dans les produits. Donc, en fait, le cahier des charges est rédigé par 2 médecins allergologues qui sont membres de l'ARCA et volontaires pour le faire, parce que c'est beaucoup de travail. Et ensuite, ce cahier des charges est approuvé par un médecin soit hospitalier, soit hospitalo-universitaire pour avoir la caution hospitalo-universitaire et puis une relecture et une validation de ce référentiel. Et enfin, le référentiel est approuvé par le conseil d'administration de l'ARCA. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'étapes de filtres, en fait, de façon à ce que nous soyons les plus en adéquation possible avec à la fois les normes existantes et les données de la littérature. Donc, c'est vraiment des étapes successives qui permettent d'arriver effectivement à la labellisation de certains produits, pas tous, et le produit donc désodorisant Febreze l'a obtenu parce qu'il est en adéquation avec ces éléments dont je viens de vous parler. Merci Isabelle. Éric Thomas, je me tourne vers vous. Vous êtes donc allergologue, membre de l'ARCA. Quel rôle avez-vous eu dans cette labellisation des produits? Bien, donc on part de la commande d'un fabricant, comme Procter & Gamble l'a fait. Et donc, j'ai fait un binôme avec le docteur Patrice Attardieu, qui nous écoute d'ailleurs. J'ai vu ce qu'elle est sur les chats. Donc, qui est aussi membre de l'ARCA. Donc, la rédaction du cahier des charges s'est fait, comme a dit Isabelle Bossé, donc avec le conseil d'une caution universitaire qui nous sert de socio-scientifique, qui est choisie par l'ARCA aussi. Donc, nous lisons toute la bibliographie sur les ingrédients qui pourraient être dans les aérosols. Nous nous servons aussi du réseau d'allergovigilance. Et ensuite, nous analysons les documents qui sont proposés par le fabricant. Nous prenons attention à la composition et les modalités de fabrication, en sachant que le contenu est de la responsabilité du fabricant. Et puis, nous évaluons donc s'il respecte le cahier des charges. Ensuite, donc, comme l'a dit Isabelle, il y a une supervision définitive, finale par la caution universitaire, et puis le bureau de l'ARCA, en tant qu'entité morale. Et ensuite, donc, nous faisons une réévaluation tous les 2 ans selon les nouvelles réglementations et les connaissances scientifiques actualisées.
concrètement, Éric Thomas, qu'est-ce que vous avez analysé et comment? Alors, nous avions plusieurs objectifs pour la labellisation d'un aérosol. Nous étions attentifs à la présence très limitée d'ingrédients qui étaient identifiés comme sensibilisants. Si un ingrédient était présent, peut-être sensibilisant, sur la base d'un travail de rigueur scientifique, on s'attachait au seuil de concentration qui est défini comme significatif pour un effet sensibilisant lors d'expositions cumulées. Et là, c'est à la lecture des publications internationales. Et ensuite, lorsque cet ingrédient était finalement présent, de cette manière, nous nous demandions qu'il soit notifié de façon bien visible dans la composition des ingrédients sur l'étiquette d'emballage. Spécifiquement concernant les aérosols, il fallait aussi s'assurer que les éléments aéroportés ne soient pas d'un diamètre qu'on considère à risque délétère sur les petits pots aériennes, c'est-à-dire, pour donner un chiffre, il ne fallait pas que les éléments aéroportés soient d'un diamètre inférieur à 2,5 microns. Bon, ça, c'est de la technique. Et ensuite, nous tenions aussi à ce que, lors du cahier des charges, à ce que puisse être inclus par au travers du fabricant, les recommandations pour les usagers pour qu'ils modifient leur comportement dans l'objectif d'un usage optimal des produits. Merci beaucoup, Éric. Raphaël, est-ce que ça a été difficile de mettre en commun vos expertises avec celles de l'ARCA? Bonjour, non, au contraire, je dirais que personnellement, en tant que scientifique, c'est toujours un plaisir de pouvoir interagir avec d'autres scientifiques dans des domaines connexes. Et si on parle, disons, de la marque, c'est très conséquent avec notre approche de transparence. Donc, on veut évidemment, comme Louis a mentionné, des produits innovants, des produits performants, mais on veut des produits sûrs pour le consommateur. Et donc, on fait un travail rigoureux avec une approche scientifique derrière ça. Et donc, nous, on partage vraiment en toute confiance nos livres, on ouvre nos livres, on partage nos formules avec la confiance du travail qu'on a fait en amont et en tenant compte évidemment d'un cahier des charges qui est rigoureux. Et si je pense principalement à Febreze ici, par exemple, c'est un produit comme qui vient d'être mentionné par le docteur, c'est qu'on a un produit qui émet des gouttelettes qui sont finalement trop grosses pour pénétrer dans les poumons. C'est des informations qui peuvent possiblement aussi briser certaines perceptions par rapport à ces produits. Merci, Raphaël. Louis, qu'est-ce que ce label, finalement, il peut changer pour la marque Febreze? Il change beaucoup de choses. Il change évidemment déjà, il nous donne déjà la capacité de rassurer les consommateurs par rapport aux craintes et aux idées reçues qu'ils peuvent avoir, dont je vous parlais il y a un instant. Ce qui change aussi, et c'est encore plus important pour nous, c'est qu'en fait, il nous permet de garder un niveau d'exigence qui est le plus élevé possible. Docteur Éric Thomas en parlait, le cahier des charges, il est mis à jour. Il est mis à jour en fonction des nouvelles connaissances. Et nous, notre volonté, ça va être de pouvoir continuer à garder la barre très haute sur le niveau d'exigence pour faire en sorte que nos produits gardent ces standards de qualité les plus élevés possibles. Donc voilà. Finalement, Louis, c'est assez audacieux pour une marque comme Febreze, dont la catégorie de produits est souvent décriée, d'avoir souhaité se mettre à nu face aux médecins de l'ARCA qui sont avec nous aujourd'hui. Pourquoi cette volonté de transparence et je dirais tout d'un coup? Alors oui, c'est audacieux et comme je le disais, c'est également nécessaire. Cette volonté de transparence, en fait, incontournable finalement. Oui, pour nous, c'était incontournable. On a décidé de le faire du coup pour casser les idées reçues, comme je vous le disais, mais aussi parce que de la même façon, notre formule, elle est conçue d'une manière qui est assez audacieuse, elle aussi. Et Raphaël en touchait un mot juste à l'instant, mais je peux vous donner quelques autres éléments, il en parlera encore mieux que moi. On a une formule qui est composée à 90% d'eau. Donc l'eau, ça veut aussi dire que les gouttelettes, en fait, sont suffisamment grosses pour ne pas atteindre les poumons. C'est une manière de formuler qui est assez différente de ce que d'autres peuvent faire. On a également un ingrédient important qui est celui en fait qui permet d'éliminer les odeurs.
qui est un dérivé de maïs. Donc, de nouveau, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le dernier élément, un peu différent et audacieux, le propulseur de Fébrez, c'est un propulseur qui est en fait 100% naturel. Il est à base d'azote. 80% de l'air qu'on respire, c'est de l'azote. Donc, on a tous ces éléments-là qui nous ont, dans la manière dont les produits Fébrez sont formulés, qui nous rendaient aussi assez confiants, en fait, de pouvoir ouvrir le livre et partager tout ça avec l'ARCA pour pouvoir engager cette discussion sur une labellisation. Il y a également un dérivé du maïs dans ce produit. Pourquoi le maïs, Raphaël ? Pourquoi le maïs? Enfin, le maïs, c'est vraiment notre technologie brevetée. C'est la cyclodextrine qui est dérivée de l'amidon de maïs, comme vous l'avez mentionné. Et c'est vraiment un puits à mauvaise odeur. Ça permet de capturer, d'éliminer vraiment les mauvaises odeurs. Et c'est très performant. Donc, une bouteille de notre produit peut neutraliser environ 300 000 milliards de molécules d'odeur. Donc, on parle d'un assez grand chiffre. Si je donne une idée de grandeur, c'est environ une 50aine de repas odorants et 500 boîtes de fromage. Donc, c'est une molécule très performante. Et évidemment, on n'arrive pas à mettre un produit performant sur le marché sans faire des études de marché, sans comprendre les besoins des consommateurs. Et donc, nous, on fait environ 20 000 heures d'évaluation sensorielle à chaque année. C'est du travail avec les consommateurs, de comprendre leurs besoins et de pouvoir amener des produits donc toujours plus performants pour répondre à leurs besoins. Raphaël, poursuivons. C'est bien de faire des études de marché, mais comment est-ce que vous évaluez la sécurité des produits ? Oui, ça, c'est la sécurité de produits, c'est mon travail de tous les jours. Je dirais que tout d'abord, c'est une expertise, une équipe. Donc, à Procter, on parle d'environ 220 scientifiques qui s'occupent de la sécurité pour l'environnement et pour les consommateurs pour nos produits. Et environ la moitié de l'équipe a un diplôme de 3e cycle, c'est-à-dire un doctorat comme moi, par exemple, ou d'autres domaines connexes. Il faut comprendre que la sécurité des produits, c'est primordial pour nous. En fin de journée, lorsqu'on rentre à la maison, même on est déjà à la maison dans le contexte d'aujourd'hui, évidemment, on est tous des consommateurs comme vous. On utilise des produits de consommation courante et donc on a les mêmes besoins, les mêmes désirs par rapport à ces produits. On veut des produits, évidemment, qui fonctionnent, mais on veut des produits qui soient sûrs pour notre santé et pour l'environnement. Et donc, ça reste une priorité pour cette équipe dans leur travail de tous les jours. De plus, l'organisation qui fait ce travail à Procter a une indépendance, ce qui est très important. Donc, c'est vraiment notre organisation qui prend les décisions par rapport à la sécurité des produits. Ce n'est pas, par exemple, Louis ou d'autres équipes. C'est vraiment notre organisation qui a le domaine scientifique, les connaissances, qui prend ces décisions. Donc, c'est toujours des décisions prises sur des bases scientifiques qui sont prises en toute indépendance. Donc, si la question que vous aviez posée, je crois que c'était peut-être plus comment on fait en pratique, peut-être. Donc, nous, on appelle ça la science du dosage. C'est la toxicologie. C'est une évaluation de tous les ingrédients. Et notre travail, c'est de s'assurer que chaque ingrédient, une fois qu'il est dans le produit final, qu'il est utilisé par vous et moi à la maison, peut être fait en toute sécurité. Et comment on fait, c'est pour chaque ingrédient déterminer la plage de sécurité. Et ça, c'est très important. Et on le fait pour chaque ingrédient. C'est vraiment cette plage de sécurité, c'est ce domaine, cette concentration de sécurité pour cet ingrédient. Et en parallèle, évidemment, on étudie comment le produit est utilisé par les consommateurs. Et on s'assure finalement que le dosage de tous les ingrédients soit entre 100 et 1000 fois moins en dessous des limites de sécurité. Et c'est ce qui nous donne une confiance sur la sécurité du produit par rapport à son utilisation. Et aussi, ce travail se fait dans une optique que le produit peut être utilisé de façon régulière durant toute une vie. Isabelle, comment aller désormais encore un peu plus loin? Quelle va être l'étape d'après, selon vous? Alors, l'étape ou les étapes, en fait, dans cette idée de labellisation, en particulier d'un produit désodorisant, jusqu'à présent, il y a des centaines, voire peut-être des milliers de produits désodorisants dans les rayons de nos supermarchés. Et effectivement, notre position aux allergologues, c'était de dire, et aux conseillères en environnement évidemment aussi, c'était de dire non, utilisez le moins de produits possible. Plus vous utilisez de produits, plus vous rajoutez de la pollution à la pollution. Donc, on était quand même très, très réticents sur ces produits. Et donc, en fait,
à la fois ce produit Fébreze 0% permet de le proposer aux patients, parce qu'en fait, on ne peut pas non plus interdire aux patients d'utiliser des produits chez eux. Enfin, ils ont envie que ça sente bon, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir une bonne odeur dans leur cuisine ou dans leur local à chaussures ou dans leur toilette. Donc, à un moment donné, à vouloir atteindre la perfection, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, ce produit permet d'être, ça c'est le seul pour l'instant sur le marché, que nous avons la possibilité, en notre âme et conscience de médecin allergologue, de conseiller à nos patients. Ça, c'est une première chose. Et puis, un autre volet de l'après, c'est de voir que, puisque certains industriels, donc qui ont probablement des très gros moyens de recherche, des équipes techniques, etc., sont capables de le faire, pourquoi pas les autres? À un moment donné, il faut aussi que les industriels se posent des questions, exactement comme on a vu pour l'alimentation des publicités ou des grands distributeurs qui enlèvent des substances controversées, etc. Je ne voudrais citer personne dans ce webinaire pour ne pas faire de publicité, mais voilà, ça doit parler un peu à tout le monde. En fait, les consommateurs, s'ils deviennent exigeants, les industriels seront obligés de suivre. Donc, ils seront obligés de revoir leurs formules, ils seront obligés d'améliorer la qualité de leurs produits et de penser que, finalement, oui, on peut aider les gens en leur donnant une alimentation meilleure, avec moins de conservateurs, moins de produits transformés, etc. Mais on peut aussi leur proposer des produits d'intérieur, des produits d'entretien, des produits cosmétiques, que sais-je, qui aillent vers le mieux, vers le mieux-être et le moins possible d'allergènes et le moins possible d'irritants et aider à la diminution de nouvelles sensibilisations, par exemple. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de travailler de concert avec les industriels qui en sont demandeurs, mais je pense que une industrie qui vend quelque chose, à un moment donné, a besoin d'être en accord avec les consommateurs qui achètent quelque chose en question. Donc, ça me paraît tellement une démarche logique et évidente. Maintenant, j'aurais pas dit la même chose il y a 20 ans, hein, mais là, on est vraiment dans une démarche d'amélioration de toutes les qualités de tous les produits. Et donc, nous, en allergologie, ce qui nous concerne le plus, évidemment, c'est l'air, la lutte contre les acariens, les produits d'entretien, les produits cosmétiques, et j'en passe. Mais il faut que notre environnement s'améliore. Et cette collaboration avec des industriels, nous l'espérons, permettra d'apporter une petite pierre à l'édifice. Nous n'avons pas la solution, c'est évident, la solution n'existe pas, il y a de multiples solutions et nous sommes ravis effectivement de pouvoir proposer quelque chose de mieux. Éric Thomas, je me tourne vers vous à nouveau. Est-ce qu'il arrive que certains produits ne reçoivent pas le label ? Bien sûr, puisque nous avons établi plusieurs niveaux de labellisation, sensibilisation, lapsus. La plupart des produits candidats qui n'ont pas répondu au cahier des charges, c'était souvent lié au contenu du nombre d'allergènes qui était supérieur à celui qu'on avait défini au cahier des charges. Donc, on est conscient que l'image sera positive sur les produits si on a le sentiment qu'il y a une transparence dans la composition, et qu'il y a une mention de présence limitée d'allergènes. Et par ailleurs, nous avons la connaissance scientifique que l'utilisation simultanée de 2 ou plusieurs substances à comporter peuvent avoir un effet délétère sur les voies aériennes, sur les petites voies aériennes. Alors, vous pouvez me poser la question, pourquoi une étoile, pourquoi 2 étoiles? Bien, je vous donne comme exemple, nous allons définir pour les aérosols, une étoile correspond à des particules de diamètre supérieur à 2,5 microns, comme je disais tout à l'heure, et qui ait une mention sur l'étiquette de la présence de l'allergène ou l'ingrédient qui serait potentiellement sensibilisant si les seuils sensibilisants ne sont pas connus. Et en deux étoiles, par exemple, eh bien, ce sera la même chose, mais là, nous avons donc l'absence d'un allergène à une concentration qui est supérieure au seuil potentiellement sensibilisant s'il est connu. Ça veut dire que s'il est à un seuil inférieur, on peut considérer qu'on peut l'accepter comme un deuxième niveau de labellisation.
Merci Eric. Anne, je voudrais qu'on se projette un peu dans le futur, au vu des enjeux à la fois importants et puis inquiétants qui ont été décrits jusqu'ici. Est-ce que selon vous, la labellisation, elle va devenir complètement incontournable dans les prochaines années? Alors, c'est une excellente question. Je dirais la labellisation, elle devrait être incontournable, sauf qu'il faut faire attention. Il y a des labels autoproclamés, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un piège pour les consommateurs, les utilisateurs de ces produits. Donc, il faut effectivement des labels qui soient donnés par des organismes indépendants, transparents, comme on l'a déjà dit auparavant. Et il faut vraiment qu'ils permettent d'informer le consommateur sur l'utilisation du produit. Et ça, effectivement, à mon sens, ça devrait être incontournable. Donc, c'est très bien qu'il y ait des organismes indépendants comme l'ARCA ou comme d'autres organismes, Ecolabel, etc. Mais encore une fois, il faut des critères très stricts et il faut toujours penser que l'utilisateur ne va peut-être pas utiliser que ce produit-là. Il va en utiliser plusieurs au risque, encore une fois, de transformer son air intérieur en petite usine chimique. Et je voudrais aussi soulever ici quelque chose qui, pour nous, les conseillers, parce qu'on est important, les conseillers médicaux en environnement intérieur, et je parle sous l'autorité de Martinotte, que j'ai vu qui écoutait le webinaire, notre présidente des CMEI France. Il est très important de ne pas tomber dans un manichéisme que j'entends souvent chez les patients en disant « Ah oui, c'est naturel, c'est très bon ». Non, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon, peut avoir effectivement aussi des effets délétères. Je pense aux huiles essentielles qui sont des dosages médicamenteux que des patients ou des personnes avec toutes les bonnes volontés du monde vont diffuser dans leur air intérieur. Et là aussi, quelque part, il faudrait une labellisation, il faudrait une information très précise pour les patients. Donc voilà, que des industriels se lancent dans des programmes de recherche sérieux, etc., je pense que les conseillers, on n'a rien contre ce démarche, bien au contraire. Et c'est important pour tout type de produit, il faut une transparence, il faut informer. Et puis, il faut rappeler les gestes de quotidien et tout simple comme aérer, ventiler et aussi sortir de chez soi quand on peut et on pourra, je l'espère, plus librement d'ici quelques temps. Oui, le webinaire touche à sa fin, mais j'ai quand même une dernière question pour vous qui me taraude. Est-ce qu'il est facile pour une marque de grande consommation de conjuguer transparence et sécurité? Et je dirais de surcroît dans la période actuelle. Comment faites-vous? C'est une priorité, c'est certain. Pour nous, on l'a fait et on continue à le faire avec des démarches comme celles qu'on a entreprises avec l'ARCA. Aujourd'hui, Febreze est le seul désodorisant qui est labellisé par l'ARCA. On essaye de le faire aussi autant que possible via la pédagogie, via notre site internet par exemple. Sur le site internet, on présente tous les ingrédients, on les explique également sur notre site Envie de Plus. On essaye de donner un peu plus d'informations également sur l'utilisation du produit. Il y a d'autres choses qu'on essaye de mettre en place, par exemple l'ouverture et rendre l'accès possible à nos laboratoires et à notre centre de recherche et développement. On le fait régulièrement et on serait ravis de continuer à le faire avec les médias, évidemment, avec des influenceurs, avec des consommateurs pour des recherches. Donc, c'est de nouveau, ça rentre dans cette démarche de transparence. Et puis, alors, des moments comme celui qu'on passe aujourd'hui ensemble, c'est aussi dans la même idée, c'est de pouvoir initier la conversation et pouvoir partager de manière complètement transparente le point de vue de la marque. Donc oui, c'est une priorité, c'est important. Est-ce que c'est facile? Non, parce que ça prend du temps. Mais nous, chez Febreze, en tout cas, on pense que c'est une vraie priorité et on est ravis de pouvoir passer du temps là-dessus. Merci beaucoup, Louis. Je vais vous laisser le mot de la fin, une courte conclusion, et on donnera la parole à Isabelle derrière vous. Alors, je ne vais pas énormément rajouter à ce qu'on vient de dire, mais effectivement, pour nous, vous l'avez compris, ce qui est important, c'est
pouvoir avancer et casser un peu les idées reçues que les gens peuvent avoir sur nos produits, en remettant véritablement le côté scientifique, la science au cœur de l'information. Et ça passe par les démarches qu'on entreprend ici avec l'ARCA, par ce côté, cette communication un peu plus audible, un peu plus scientifique, et on a vocation à continuer à faire ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est important pour une marque comme Febreze, continuer à avancer dans la transparence et avec la science vraiment au cœur de l'information. Merci Louis. Un mot de conclusion, Isabelle, avant de passer aux questions-réponses. Alors oui, tout ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant. Et effectivement, nous avons un gros devoir au-delà de ce travail que nous faisons avec Febreze et d'autres. Nous avons un gros travail de transmission de l'information parce qu'effectivement, les patients ne sont pas censés être connaisseurs en tout et loin de là. Et donc, vous avez Anne soulevé le problème des huiles essentielles. Effectivement, les gens pensent que c'est bon parce que c'est naturel et donc ils en mettent de façon complètement inconsidérée parfois dans leur logement. Donc il faut, au-delà de tout ce qu'on peut proposer comme amélioration des produits, il faut vraiment qu'on fasse passer l'information à nos patients. Alors c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément les canaux d'information. Comme je le disais tout à l'heure, nos patients on en voit beaucoup, mais ce n'est quand même qu'une toute petite partie de la population allergique et de la population en général encore moins. Les médias s'y intéressent, mais de façon ponctuelle. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un des enjeux, c'est de faire passer cette information et on s'attache à le faire le mieux possible. À côté de ça, on a quand même nos cabinets à faire tourner, donc on a un peu de patients à voir, donc c'est pas toujours évident, mais bon, on y passe du temps. Et puis, ce qu'on souhaiterait, c'est que effectivement, à travers notre collège d'experts, il y a les problèmes de sensibilisation allergique, mais il y a aussi les modificateurs endocriniens, il y a aussi les pathologies cancéreuses qui peuvent être induites par des substances chimiques diverses et variées. Tout à l'heure, Anne disait qu'elle était aussi sollicitée par des hémato-oncologues. Et donc, on souhaiterait, pas nous, puisque nous sommes des allergologues et nous resterons l'ARCA allergologue, mais que via la société Airlab, d'autres médecins puissent s'agréger à cette démarche, les endocrinologues, les oncologues, les hématologues, enfin les pneumologues évidemment, tous les médecins qui ont un intérêt à ce que notre environnement intérieur soit le plus sain, le moins pollué, le plus sain possible. Donc voilà, ça ce sont les objectifs à plus long terme et nous allons essayer de continuer nos démarches de labellisation. Merci beaucoup Isabelle. On va passer à la séance de questions-réponses. Vous qui nous écoutez, je vous réinvite à répondre évidemment aux 3 sondages. Parmi les questions qui nous sont parvenues, la première concerne le do-it-yourself. Que pensez-vous des produits faits maison qui séduisent de plus en plus les consommateurs? Alors Anne Cruzot a tout à l'heure parlé des huiles essentielles en nous mettant un petit peu en garde. Éric Thomas, je m'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des risques sur ces produits qui peuvent être utilisés par les consommateurs qui peuvent s'improviser un petit peu, entre guillemets, petits chimistes? Vous partagez les dates tout à l'heure. Puis on vous fera réagir, Anne, également. Alors, je vais me référer à une communication qui a été faite au dernier congrès de dermatollergologie à Bordeaux en octobre, justement, où ces communications a abordé ce sujet-là. Et donc, on a montré tous les risques que produisait ce type de formulation, mais en sachant qu'il existe des ateliers où on apprend à fabriquer ces cosmétiques do-it-yourself, mais que désormais, ils obéissent à des réglementations, à la réglementation du cosmétique, par le contrôle ANSM depuis 2017. Donc, il y a quand même des contrôles qui sont faits, mais il faut savoir que les principes actifs ne sont pas forcément stables avec le temps. Et donc, souvent, il ne faut pas garder le produit plus de quelques semaines, et qu'il y a toute une série de recommandations d'usage qui doivent être apprises lors de ces ateliers. En particulier, faire ça avec les mains propres, le port de gants, il faut désinfecter ou stériliser les produits,
S'il y a un chauffage, il faut utiliser des lunettes de protection parce que c'est quand même un risque. Il faut conserver ça frais, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On ne peut pas laisser ça sur le lavabo de la salle de bain. Il faut étiqueter la préparation avec les dates de fabrication et les ingrédients. Hein, voilà. Donc, il y a ces recommandations qui sont faites. À partir de là, les produits peuvent être parfaitement sensibilisants. Et je pense que nous, allergologues, désormais, on doit poser comme question, lorsqu'on fait de l'exploration allergologique, c'est déjà, utilisez-vous des do-it-yourself et utilisez-vous des huiles essentielles. Parce que ça va être un élément aussi qui va nous servir pour l'orientation de l'exploration allergologique. Merci beaucoup, Éric Thomas. Petit rebond vers vous, Anne Cluzot, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous constatez quant à l'utilisation de ces produits faits maison, justement? Alors, d'une part, c'est vrai que dans mes visites, j'en vois pas énormément. J'en vois quelques fois. Je mets toujours en garde qu'il y a certains produits, je pense au vinaigre, au vinaigre blanc, hein, qui est une substance dite naturelle, peuvent avoir des conséquences et chez les patients, notamment en termes d'inconfort, d'irritation des voies respiratoires. Donc, en matière de do it yourself, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Et je dis toujours aux patients que je vois, faites dans la simplicité aussi quand vous faites le ménage. N'utilisez pas 300 produits différents, n'utilisez pas les produits dits sans bon, parce qu'il est très chargé en composés organiques volatiles. Il y a des produits très simples, le savon noir, l'eau, et puis surtout l'huile de coude. Parce que c'est vraiment frotter, c'est en frottant qu'on arrive le mieux à enlever la charge virale, la charge microbienne et la charge bactérienne. Et pour preuve, au CHU de Grenoble, le ménage, enfin l'hygiène même des chambres de l'hôpital sont faites avec de l'eau chaude et de la microfibre. Donc, on est bien là dans le cœur du problème, et de la recommandation. Et ici, ce n'est pas un problème, c'est une recommandation. C'est simplicité et puis surtout faire attention à ce que l'on fait et le faire correctement en frottant. Voilà. Ce rappel très pertinent, Anne Cluzot. Isabelle Bossé, est-ce que les consommateurs, je reviens sur le label, est-ce que les consommateurs sont plus sensibles à ce type de label? C'est également une question qui nous est parvenue pendant le webinaire. Alors, je pense que oui, la notoriété des labels est faible. Hein. Globalement, il n'y a pas une notoriété très importante parce que déjà, nous avons une communication qui n'est pas très importante. Donc, je pense, en fait, il y avait une étude qui avait été faite il y a plusieurs années qui montrait que les patients, dans le langage et la communication des éléments pour leur santé, ne faisaient pas du tout confiance à l'État ni aux autorités de santé, ce qui en ce moment est quand même un petit peu inquiétant vu la période que nous passons, puisque l'État et les autorités de santé sont en première ligne dans la communication en ce moment, mais beaucoup plus, pas non, un peu aux associations de patients, de consommateurs, hein, aux associations de consommateurs et à la presse de consommation, mais beaucoup à leurs médecins traitants ou aux médecins spécialistes qui vont voir pour une raison ou pour une autre. Donc en fait, le fait que ce soit bien spécifié, parce que l'ARCA, ça veut rien dire en fait pour des tas de gens, comme les milliers d'acronymes que nous utilisons en permanence, mais il est bien spécifié sur le label par les médecins allergologues. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a certainement une importance, parce que notre démarche est complètement éthique. Nous n'avons aucun lien direct avec les industriels. Pour ma part, c'est la première fois, enfin, à part les répétitions, c'est la première fois que je rencontre de loin, mais visuellement, Raphaël et Louis. Nous n'avons aucun contact avec eux. C'est vraiment complètement indépendant. Et ça, je pense que c'est un gage d'honnêteté, de sécurité. Et donc, j'espère, il y a des pays comme la Suède, par exemple, où il y a un label qui, lui, est issu
d'une association de patients et qui a, je vous dirais une sottise, mais peut-être 800 ou 1000 produits labellisés. Donc, c'est quand même quelque chose qui a de l'importance. Donc, j'espère que le label va se développer et que les gens auront de plus en plus confiance. Merci beaucoup, Isabelle. On a une dernière question qui nous est parvenue via le chat. Elle est pour vous, Louis. Quelle est votre différence? C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément stipulé. Quelle est votre différence par rapport aux autres désodorisants d'intérieur? Alors, je pense que la plus grosse différence, elle vient de la manière dont le produit est formulé, et en particulier du fait qu'on a cette technologie dont on parlait, la cyclodextrine, qui permet de véritablement éliminer les odeurs, au-delà de pas juste de les masquer, pas juste de les recouvrir, mais de véritablement les éliminer. C'est une grosse différence parce que c'est finalement ce que les consommateurs recherchent. Et puis évidemment, en allant dans le sens de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, avec tous les autres, les différents choix de formules aujourd'hui, une des grosses différences, c'est qu'on est effectivement le seul désodorisant qui bénéficie de la labellisation de l'ARCA, parce qu'on fait partie des désodorisants qui formulent avec un propulseur qui est naturel avec donc la base d'azote, pour toutes les raisons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ça qui nous différencie, c'est la combinaison de cette capacité à véritablement éliminer les odeurs et les choix de formules qui nous ont permis d'obtenir cette accréditation et cette labellisation de l'ARCA. Merci, Louis. Il y a encore une question qui nous est parvenue à l'instant. Elle est pour vous, Éric Thomas. Est-ce que vous étudiez les composés organiques volatiles dans la labellisation? Non, puisque nous référons uniquement aux allergènes, puisqu'on part du principe que les allergènes, on va les explorer par des techniques d'exploration, hein, et donc nous ne sommes pas très compétents pour parler des COV. Nous ne pouvons que nous référer aux publications internationales dont on s'assurera effectivement le caractère, disons, pertinent. Mais nous sommes surtout intéressés aux allergènes qui sont explorables sur le plan allergologique. Merci beaucoup pour cette précision, Éric Thomas. C'est la fin de ce webinaire. Plus de 55 minutes de questions, de réponses et puis de réponses précises et efficaces de votre part. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir pris part à ce webinaire. Merci à vous qui étiez connectés pour vos questions et votre sensibilité. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.